Merci beaucoup pour non seulement l'invitation, mais aussi pour déjà les très belles interventions qui sont très stimulantes. Donc je vais essayer d'aborder cette thématique sous l'angle de la création artistique et de la recherche artistique, telle qu'on peut la mener dans un établissement comme le nôtre, et aussi avec l'école polytechnique, puisque, comme vous l'aurez compris, je suis responsable d'une chaire arts et sciences que nous avons mis en place, l'école des arts décoratifs, avec l'école polytechnique. Alors je voudrais démarrer tout de suite par un exemple assez connu du côté artistique, utilisant l'intelligence, la dite intelligence artificielle, en tout cas le machine learning, puisque c'est souvent quand même, je crois, le champ le plus important de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc c'est cette œuvre qui s'appelle Le portrait d'Edmond de Bellamy, qui a été réalisé par le collectif Obvious, qui est en fait 3 Français, en 2018, et dont ils disent, même si l'algorithme crée l'image, ceux qui ont décidé d'imprimer sur de la toile, de la signer d'une formule mathématique, de mettre un cadre en or, c'est nous. Donc finalement, là, on s'aperçoit déjà, par rapport à toutes les questions qui ont été abordées d'extériorité, qu'on est finalement dans une situation qui est très proche de celle qu'on a connue avec Marcel Duchamp, du ready-made, d'autant que le système technologique qui est utilisé avec les algorithmes utilisés n'ont pas été créés par ces créateurs, par ces artistes. L'autre chose aussi qui est importante, c'est qu'on a, et c'est là-dessus que je vais m'appuyer, c'est qu'on a affaire ici à une œuvre finalement de facture traditionnelle, une peinture avec un cadre doré, etc., qui est une sorte de coupe dans le temps, de coupe dans un processus, c'est-à-dire que la machine, après avoir étudié, après avoir appris d'un ensemble de données qui sont des peintures du siècle concerné, va produire, de façon mimétique et statistique, va produire des images, et elle peut en produire à l'infini, et à un moment donné, on dit stop, c'est celle-ci qu'on choisit, donc on fait une coupe dans le temps, dans une opération. Or, ce qui, je crois, est tout à fait intéressant, c'est non pas de s'intéresser à ces artefacts qui proviennent de chaînes qui ont fait appel à l'informatique, comme il y en a énormément aujourd'hui, mais plutôt de nous intéresser à des dispositifs artistiques qui, précisément, intègrent une dimension informatique, des dispositifs au sens d'agencement opératoire, des œuvres qui opèrent, des œuvres qui œuvrent en quelque sorte. Et donc, c'est bien ces dispositifs artistiques informatisés où l'activité est finalement médiée par un système informatisé qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais mentionner, on le reverra de façon assez nette après, c'est qu'on a tendance à rabattre l'opération, toutes ces opérations, sur des choses qui sont de l'ordre de la technique, de la technologie. Or, je dirais un des arguments que je souhaite développer aujourd'hui et qui fait partie intégrante de nos recherches, c'est précisément que ces opérations ne sont pas que des opérations techniques, mais sont aussi évidemment des opérations symboliques, des opérations esthétiques. Finalement, ces opérations sont aussi de l'ordre de la mise en œuvre, au sens le plus fort du terme, et qui est aussi une mise en public. Alors, si ces choses sont absolument contemporaines aujourd'hui, je crois qu'elles sont vraiment dans une dynamique de recherche artistique tout à fait importante. Là aussi, il est essentiel de rappeler qu'il y a eu des fondamentaux. Alors, dans l'histoire de l'art, il y a un petit, je dirais, il y a quasiment 10 ans vont se passer entre la naissance de la cybernétique en 48 et les premières œuvres qui vont vraiment tirer profit, mettre en œuvre cette cybernétique. On pense en particulier à un artiste et chercheur qui est quelqu'un d'hybride, très hybride, pas seulement qui à un moment donné va être considéré comme artiste parce qu'il va produire des œuvres, mais aussi un grand cybernéticien anglais, c'est Gordon Pask. Ici, on voit une de ses œuvres importantes qui s'appelle Colloquy of Mobiles, à l'exposition Cybernetic Serendipity de 68 à l'ICA à Londres, exposition tout à fait déterminante. Il y en a d'autres, on a Nicolas Schoeffer en France qui va se revendiquer très fortement la cybernétique et qui à la fin des années 50, et si on a le temps je pourrais vous montrer des exemples, il va se revendiquer de la cybernétique et va donc faire des œuvres qui sont de nature systémique, utilisant, mettant en œuvre les premiers travaux de la cybernétique. On a aussi non seulement cette exposition de 70
à New York avec le commissariat de Jack Burnham, qui est aussi le père de ce qu'on appelle l'esthétique des systèmes, et qui est aujourd'hui tout à fait important dans le champ qui est le nôtre, et même fondamental, avec cette exposition qui, dans les faits, a été relativement catastrophique, très compliquée, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, etc., mais qui est aussi une exposition qui accueille cette œuvre qu'on voit sur la couverture de l'affiche, cycle de l'Architecture Machine Group du MIT, qui va donner lieu ensuite au Media Lab du MIT. Donc une œuvre aussi là tout à fait importante, qui est une œuvre robotisée, et qui est une œuvre, et là ça commence à introduire des petites choses, je crois, qui sont au cœur de ma proposition, mais qui dialoguent déjà avec ce que David vient de nous dire juste précédemment, c'est-à-dire qu'ici, on a une œuvre qui met en scène un conflit. Vous le voyez peut-être en bas à gauche, vous voyez qu'il y a des petits rats, des petits rongeurs, en fait, qui passent leur temps à détruire une architecture donc de cubes qui est reconstruite en permanence par un robot. Donc on est sur quelque chose qui est la mise en scène d'un conflit entre machines et vivants, en quelque sorte. Et donc, je voudrais traverser rapidement ces problématiques à travers quelques exemples qui touchent aux différentes formes d'opérations qui peuvent être mises en œuvre. Alors ici, un travail que j'ai fait il y a quelques années, qui est de près sur les questions qu'on aborde aujourd'hui, où on voit comment finalement le modèle du CAPTCHA, qui est une sorte de test de Turing résumé et rendu très applicable, comment d'un seul coup le CAPTCHA devient aussi, quand on montre en quelque sorte le système, quand on ouvre le système, devient aussi quelque chose de quasiment dadaïste, poétique, en tout cas qui prête à interprétation, et même parfois de l'empathie. On aurait envie d'aider cette machine qui cherche à craquer le CAPTCHA. Et donc on voit bien que toutes ces dimensions, que ce soit d'abord la comparaison, alors là c'est vrai qu'il y a la comparaison dans la machine, il y a la comparaison que nous on peut effectuer en regardant ça, et puis il va y avoir donc toutes ces dimensions, empathie, poésie, etc. Sentir l'opération dans sa réussite comme dans son échec, tout ça en fait on voit bien échappe à une pure logique de calcul. Alors deuxième forme, et ça on pourrait appeler ça plutôt des formes autogénératives, des formes où la machine produit avec elle-même des processus. Finalement, on a aussi une extériorité, évidemment, qui est donnée avec des interactions avec l'environnement, en l'occurrence avec l'environnement, on va dire, non humain. Alors là, je voudrais donner un exemple. Il n'y a pas de machine learning à l'intérieur, mais il y a des opérations qui sont des opérations extrêmement contextualisées. On voit ici donc une œuvre qui s'appelle Potential Flag, qui date de 2008 et qui est présentée donc dans un contexte urbain, en extérieur, à Genève, donc en Suisse, et c'est un drapeau blanc. Alors, évidemment, Potential Flag, j'aurais presque pu l'appeler Virtual Flag, rabattant de la sorte sur sa technicité. Or, ce qui est intéressant ici, c'est de mettre la technicité en crise avec une situation symbolique, en quelque sorte. C'est-à-dire que le drapeau blanc, qui est à la fois un signe de paix, de trêve, de négociation, mais qui est aussi possiblement un drapeau de toutes les couleurs, mis dans un contexte à Genève, qui est la ville des ONG, dans un pays neutre, en tout cas qui se dit neutre, on voit bien que d'un seul coup, on va sortir d'une condition purement technique qui serait la condition d'une image de synthèse, d'une image calculée, pour arriver vers une dimension beaucoup plus symbolique et qui ouvre à différentes interprétations qui sont d'ailleurs non fixées, qui restent ambivalentes en quelque sorte. On voit bien que cette dimension-là, elle appartient à l'interprétation humaine. Alors là, je vais faire encore un pas de côté sur les relations à l'environnement non humain, et ce qui me permet aussi de présenter un travail en cours qui est effectué par des équipes de Polytechnique avec une équipe de l'ENSAD, en l'occurrence Giancarlo Risa et Antoine Desjardins, et on voit comment aujourd'hui on s'intéresse à la programmation même des matériaux par exemple l'impression 4D, c'est-à-dire comment on peut imprimer des matériaux qui par leur microstructuration et leur composition vont ensuite réagir à leur environnement. Et donc là, ça nous amène aussi à penser non pas simplement la relation
top-down en quelque sorte du verbe vers la matière, qui est absolument anthropocentré. Je pense que l'intelligence artificielle de ce point de vue-là est tout à fait révélateur aussi de ce problème actuel de l'anthropocentrisme qui nous mène à la crise écologique qu'on connaît. Mais donc comment on peut d'un seul coup renverser aussi cette relation à la matière et donc ne pas penser le programme comme étant du verbe qui va dicter à la matière, mais considérer aussi la puissance de l'agentivité de la matière comme permettant de programmer et qui a aussi son intelligence. Alors même chose, évidemment, on va pouvoir penser ça dans la relation entre le verbe et le corps, entre le symbolique et le physique, et c'est, je crois, là aussi tout un pan de travaux à la fois fondamentaux et de recherche qu'on a en robotique, hein. La robotique étant un domaine extrêmement intéressant de ce point de vue-là, et qui, de fait, fait résistance par sa matérialité. C'est-à-dire qu'on voit bien que imaginer qu'un robot, c'est juste un corps qui agit selon un diktat qui viendrait de programmes verbaux, ça ne marche pas. Il y a toute la question de l'embodiment, etc., qu'on connaît bien en robotique, et est tout à fait à considérer dans le rapport à cette intelligence corporelle. Troisième cas d'opérations qui sont aussi à considérer, ce sont évidemment les interactions situées avec les humains. Donc ici, je vais vous montrer une œuvre qui ne fait pas appel à l'intelligence artificielle, au machine learning, mais qui pourrait vraiment le faire. Elle date un peu aussi. Et donc, je vais juste rentrer un petit peu plus dans le détail après avoir présenté une petite vidéo. Alors, par contre, là, on n'entend pas le son. Si on peut monter le son. Ah. Faudrait remettre le son, parce que sans le son, en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, si c'est possible. Ah, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais, si ça ne marche pas, je vais faire quelque chose qui est un peu old school, mais qui marche. Vous entendez? Hop! Allez, 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 allez! Donc on voit, le public peut invectiver l'image, s'adresse à l'image, parfois avec une certaine violence. Allez, allez, allez! Encore même ça vient, allez, allez! Alors, on s'arrête pas? Voilà, voilà, ça vient, ça vient, ça vient. Attention, attention, plus vite, encore, encore, encore. Un peu de silence. Donc ici, on a affaire donc à une installation où une relation est installée entre des publics, une image, avec un dispositif qui, d'apparence, est un dispositif technique, mais là aussi, on voit bien que se superposent les couches techniques et symboliques. Ici, on voit la même installation en 2005, en plus grande, lors de la Nuit Blanche, et on voit le mégaphone qui se trouve en face de l'image, elle-même d'ailleurs derrière des grillages, comme s'il y avait une prison, on ne sait pas trop de quel côté d'ailleurs. Et puis, le public donc peut intervenir sur l'image par le biais de ce mégaphone. D'abord dire que la relation n'est pas sémantique, c'est-à-dire que le public peut crier sur l'image, il peut s'adresser aux golfeurs qui vont donc être rentrer de plus en plus nombreux sur scène, se mettre à répéter de plus en plus leurs gestes et figurer presque une situation de mine à ciel ouvert. Et donc, à mesure que le public va comme ça crier sur l'image, eh bien, il va finalement lui-même se mettre dans une position autoritaire, et il va renverser la situation sociale qui était d'abord une situation extrêmement une situation pour privilégier, seul au monde, dans des très grands paysages magnifiques, et qui d'un seul coup vont devenir des petits ouvriers sous l'autorité d'un spectateur qui lui-même va devenir une sorte de petit capot. Alors on voit bien
et en plus on est à Belleville dans ce cas-là, on voit bien finalement que ce retournement de situation sociale, c'est aussi une sorte de piège, à la fois ludique, mais qui, de fait, nécessite une interprétation symbolique par le biais d'une expérience esthétique opératoire. On a une mise en scène devant l'image, avec l'image, d'ailleurs à tel point qu'on voit bien à droite qu'il y a une personne qui crie, d'autres la regardent. C'est comme si, finalement, une partie du public se mettait en scène. Donc une mise en scène composite entre ces différents éléments, avec donc ces trois en quelque sorte, cette triple composition, cette composition avec ces trois éléments, le matériel, le mégaphone, l'image et puis le public. Et pour une œuvre qui s'appelle Temps libre, là aussi on a un double sens. C'est évidemment ce qui reste par rapport au temps de travail, confère le texte d'Adorno qui porte ce titre-là, Temps libre, et le temps délinéarisé des nouveaux médias, c'est-à-dire comment on se libère de la linéarité des médias. Et dans ce double sens, compliqué à résoudre évidemment par une machine en termes d'interprétation, à travers ce double sens, finalement, on va trouver la place qui est donnée à cette activité qui va venir remplir le temps libre et qui va venir aussi jouer avec sur la scène par le biais de l'interactivité. Et cette œuvre, en fait, elle serait très facilement aujourd'hui reprogrammable avec des technologies d'intelligence artificielle, soit du côté de la reconnaissance vocale, ici on utilise simplement la dynamique du son, soit et surtout du côté des processus d'adaptation qui existent déjà dans l'œuvre, mais qui ne font pas appel à proprement parler à du machine learning. Tout simplement pourquoi ? Pour éviter d'avoir une relation linéaire avec le dispositif. Au début, il est hypersensible, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de crier beaucoup, il suffit juste de taper un peu dans votre main ou de parler. La réaction va être immédiate et à mesure que vous allez vous activer, on va avoir une dynamique qui va faire que ça réagit un peu moins pour vous obliger aussi à passer à l'action. Et donc on voit bien, et j'y reviendrai, que la question de l'adaptation entre les dispositifs et les publics est fondamentale et peut tout à fait être le lieu d'une augmentation par le machine learning. Alors, comme je le disais avant, on a bien quels que soient finalement les développements avec ou sans machine learning, et tout à l'heure on disait qu'il fallait étendre ça au numérique dans son ensemble, ici on voit bien qu'on a cette forme de triangulation entre le dispositif matériel, l'image, le public, et qui va se retrouver mise en œuvre comme une sorte de théâtre d'opération, un agencement relationnel et opérationnel qui va être mis en œuvre, et donc ce qui nous signale bien que l'œuvre c'est l'ensemble de cette situation et en rien l'image ou même les artefacts. On est vraiment sur l'idée d'un théâtre d'opération qui compose avec l'ensemble des actants. Alors, quatrième type d'opérations qui sont peut-être un peu plus complexes, mais tout à fait intéressantes aussi, c'est celles qu'on peut appeler les interactions distribuées, c'est-à-dire des interactions qui peuvent être localement distribuées ou au-delà à de grandes échelles, y compris à travers les réseaux, donc à travers le monde. Un exemple ici aussi, un travail qu'on a réalisé avec des collègues et puis un partenaire, où les gens, le public, dans une ville, lors d'un grand événement comme la Fête des Lumières à Lyon, peuvent, via leur smartphone, communiquer, envoyer des messages qui vont être transmis à l'aide d'un code Morse, à la fois graphique et en lumière, à l'échelle de la ville, créant ainsi une forme de communauté, on pourrait dire, de communauté momentanée à l'échelle d'une ville, et où finalement on est dans un mode à la fois distribué, mais aussi rassembleur à grande échelle, passant par des devices embarqués, les smartphones, et une installation à proprement parler sur place. Donc on le voit à l'échelle de la ville, 10-15 km, on peut, dans un moment synchronisé, participer de ce type d'événement. Alors qui pose plein de questions évidemment sur les modalités de contrôle, de suivi, etc., qui sont évidemment très importantes dans nos affaires et qui peuvent aussi être à la fois interrogées par ce type de dispositif qui de toute façon fait qu'à un moment donné il y a une interprétation à la fois personnelle et collective qui échappe en quelque sorte au monde machinique du calcul, mais on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire provoquer frontalement ces dispositifs, par exemple avec une expérience qui est menée depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Discontrol Party et qui vise précisément un petit peu, je dirais en écho, plus qu'un petit peu, en fait, en écho étroit au très important texte de Gilles Deleuze qui s'appelle Postscriptum sur les sociétés de contrôle, comment
finalement, on peut résister aux systèmes informatisés qui, eux, font énormément appel aux techniques de l'intelligence artificielle, de tracking en particulier, de face detection, etc. Comment, finalement, ces systèmes, pour pouvoir fonctionner, ont besoin qu'il y ait une forme de norme sociale qui soit déjà adoptée. Et en particulier, pour pouvoir discrétiser, pour pouvoir, on retrouve toutes les notions individuelles, etc., qui sont pointées par Deleuze, qu'il faut discrétiser les corps pour pouvoir finalement les traquer. Et dès lors que les corps et les esprits, évidemment, ne jouent pas la norme sociale et donc dans une situation de fait vont mettre au défi tout ça, par exemple en se montant dessus, etc., eh bien, on va mettre en crise ces systèmes-là. Par exemple, si vous vous embrassez goulûment devant des caméras de surveillance, il y a peu de chances qu'elles arrivent à faire du face detection, surtout si vous êtes plus de 2. Et donc, on voit comment, avec un dispositif comme celui-ci, on va aller, en quelque sorte, jouer sur ce terrain pour essayer que cette expérience soit aussi une expérience de mise en crise, une expérience presque, on pourrait parler, conflictuelle, et qui appelle à une interprétation corporelle autant que mentale, et même à une confusion. Finalement, cette confusion, l'ambivalence, l'ambiguïté généralisée est un mode d'échappement. Alors, l'intelligence artificielle, finalement, elle va jouer dans ces régimes numériques comme principalement un endroit qui va permettre une adaptation des opérations, des relations, avec une dynamique, avec une finesse de plus en plus importante, dans et par l'interaction, c'est-à-dire que c'est grâce à l'interaction, aux données de l'interaction, mais aussi dans l'interaction que vont pouvoir se jouer ces aménagements et ces opérations adaptatives et qui peuvent être donc augmentées par de l'apprentissage automatique, par du machine learning. Mais alors finalement, la question qu'on peut se poser, c'est que si on amène si on raffine en quelque sorte ces relations par le biais de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pour fluidifier ces relations? Est-ce que c'est pour permettre une coïncidence de plus en plus importante entre les corps, les esprits et ces dispositifs machiniques? Ou est-ce que, au contraire, pour quelque part sortir de cette logique de mot d'ordre si bien analysée par Deleuze dans la conférence qu'il a donnée à la FEMIS sur la création, où il oppose en quelque sorte la communication et l'art, où on voit que la communication cherche justement à fluidifier ces rapports, et bien finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi de créer des rapports de force productifs. Là, je rejoins aussi des choses qui ont été dites avant sur le conflit, c'est-à-dire comment finalement on peut ouvrir, en créant des rapports de force productifs, on peut ouvrir sur des situations polysémiques et même polysensorielles qui en rien ne rabattent l'expérience sur le seul dispositif machinique, mais au contraire jouent bien de ce composite, de cette situation composite que j'ai pu exemplifier avant. Donc finalement, on va chercher à créer des différents dans une perspective qu'on pourrait finalement nommer agonistique, une perspective, vous savez, chez les Grecs, il y avait cette idée entre le sport, le théâtre, le combat, c'était une sorte de mise en scène de rapports de force. Eh bien, je crois qu'on peut être là aujourd'hui avec des productions qui sont des rapports de force productifs en créant des différents, en créant du différentiel pour des situations irrésolues et irrésolvables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, eh bien, on est dans une dynamique interprétative qui est ouverte et qui ne peut pas être attendue en quelque sorte à un endroit donné, comme si quelque part les artistes détenaient la clé de l'interprétation, qui n'avaient plus qu'à refaire le chemin. Ça, c'est évidemment pas du tout le cas. Et finalement, ces situations irrésolues, irrésolvables, permettent des expériences esthétiques qui sont de fait irréductibles. Et j'aurais envie de dire que ça milite pour l'idée d'une esthétique qu'on pourrait appeler esthétique opérationnelle, qui justement ne ferme pas, ne introduit vraiment les opérations comme étant des facteurs de mise en œuvre qui vont aussi bien toucher aux questions de forme, de sensible, d'esthétique, que de fond, si je puis me permettre, de symbolique, et que, évidemment, de fonction aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un mélange de genres qui, justement, échappe à un registre unidimensionnel pour aller vers une multidimensionnalité qui, me semble-t-il, caractérise bien l'esthétique et possiblement cette esthétique opérationnelle. Alors, j'ai gardé quelques exemples, merci. J'ai gardé quelques exemples dans la discussion s'il y a besoin, mais j'ai préféré tracer d'abord un premier chemin à travers ces quelques images.